Près de 300 km de bouchons sur les routes de France. Très gros ralentissement dans la région Rhône-Alpes. Sur la route du Soleil, la situation s'est améliorée au fil de l'après-midi. En politique, quand on reparle de l'amnistie concernant les délits financiers, amnistie, un mot qui fâche, très vive réaction. La mise au point du député UMP en charge du projet de loi était nécessaire. La tendance des vacances 2002, les Français à 75% restent dans l'Hexagone. Ils prennent en moyenne 18 jours entre le 14 juillet et le 15 août. Et puis le Tour de France, c'est parti. La pluie a rendu les routes glissantes. Le prologue vient d'être remporté par la vedette du Tour, Lance Armstrong. Madame, Monsieur, bonsoir. Les départs en vacances pour ouvrir ce journal avec, comme prévu, une circulation très dense, essentiellement concentrée en Rhône-Alpes. Le mauvais temps n'a rien arrangé. Plusieurs grands axes paralysés à la mi-journée dans cette région qui est incontournable pour les vacanciers qui vont vers le sud. Au total, 300 km de bouchons en Provence et en Île-de-France. L'amélioration est très nette ces dernières heures. Le point de la situation avec Nicolas Lemarinier. Ah, ils les ont bien mérité leurs vacances. La vallée du Rhône, ça sent le soleil, la plage, les congés payés et surtout les gaz d'échappement. 93 km de bouchons au plus fort de la journée. Le cauchemar habituel qu'on essaye d'oublier comme on peut sur les aires de repos. Voilà, on est bien. Serein, on est calme, on va à Cannes. En espérant avoir le beau temps, oui, tout à fait. On boit, on dort, on écoute 2 secondes le chant des grillons. Et déjà, il faut se dépêcher pour affronter à nouveau les ralentissements. À Cahors, autre point noir habituel, on patiente au milieu des fleurs et des vignes. C'est plus joli, mais tout aussi long. Je viens du Val-de-Marne, je vais jusqu'à Perpignan. Alors, je crois que je ne suis pas encore arrivé, je crois. Jusqu'à 15 km au nord-ouest de la ville. Pour faire avaler la pilule, la Croix-Rouge est là, avec croissants, café et quelques encouragements. Là, quand vous allez continuer, rond-point, zone commerciale, il faut passer tout ça. Après, ça devrait aller mieux. Ce soir, on ne compte pratiquement plus de ralentissement Midi-Pyrénées. Bref, on est chanceux. Dans la vallée du Rhône, la journée de demain, elle est classée orange. L'un des points névralgiques se situe dans l'Aveyron, à Millau, où la circulation, d'abord fluide, se fait sur des axes de plus en plus réduits, traditionnels encombrements, comme le montre ce reportage de Juliette Merin et Pascal Ponce en Midi-Pyrénées. Les vacances, ça se mérite. Des kilomètres d'embouteillage pour aller chercher le soleil. Ici, dans la traversée de Millau, les automobilistes ne sont pas étonnés. Certains sont même déshabitués. L'année dernière, nous l'avons traversé de nuit, donc c'était pas un problème. Mais c'est vrai qu'au retour de nos vacances, on a passé 3 heures dans Millau et c'était un véritable problème. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien aujourd'hui, j'ai déjà peur parce qu'on est à 20 km de Millau et il y a déjà des forts ralentissements. En période de pointe, on compte plus de 20 000 véhicules par jour sur l'autoroute A75 qui doit relier Clermont-Ferrand à Béziers. Mais il manque encore 35 km de voies et les automobilistes doivent emprunter la nationale 9 pour continuer leur route vers le sud. Donc on a 2 km de plus par rapport à la situation précédente. Donc on est à 17 km. Pour gérer les bouchons de l'été, la direction départementale de l'équipement tente de proposer d'autres solutions. L'itinéraire de délestage part de Séverac, part de la 75 de Séverac, passe par Rodez, Albi et rejoint l'itinéraire à Béziers. Et alors combien de temps on est pour faire ce trajet? On compte un temps de parcours de l'ordre de 3 heures. 3 heures par l'itinéraire bis ou 3 heures d'embouteillage, c'est la seule solution avant la construction du viaduc de Millau qui sera en 2005 le dernier maillon de la 75. A priori, l'autoroute sera maintenant continue jusqu'au bord de la mer, donc les embouteillages de Millau seront normalement complètement réglés. Par contre, le viaduc sera certainement, de par sa taille, de par son ampleur, un attrait touristique pour Millau. Millau qui reste pour l'instant plus connu pour ses embouteillages que pour son viaduc. Ces jours de grand départ sont bien connus des patrouilleurs d'autoroute dont la fonction est précisément d'intervenir en cas de panne et d'accident. Amaury Guibert et Ludovic Tourte ont suivi près de Vienne, sur l'autoroute A7, l'un de ses spécialistes. Circuler sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est un délit. Pour Lucien Forestier, c'est une habitude et même un droit. Il est patrouilleur d'autoroute, prêt à intervenir à tout moment dès qu'un problème est signalé. Ici, c'est pour un accident. Quelques kilomètres plus loin, l'accident n'est en fait qu'un simple accrochage. Ça va, vous arrangez la merde?
Oui, bien sûr. Ouais, pas trop grave. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Ah bah c'est parfait alors. Allez, au revoir, monsieur, dame. On ne savait pas au départ ce que c'était, si c'était sur les voies ou sur la bannière d'urgence. Même sur la bannière d'urgence, on intervient quand même. Il faut voir ce qui se passe quand même. Et pour ce week-end de départ en vacances, ce ne sont pas les interventions qui manquent. Sur cette portion de 40 km, plus de 5000 véhicules sont attendus toutes les heures en période de pointe. Le moindre problème remonte jusqu'à ce PC Sécurité, où la société d'autoroute coordonne l'activité des patrouilleurs. Oui, de 37, est-ce que tu peux me donner la situation dans le col? Le nombre de dépannages est multiplié par 5 voire 10, quoi. Enfin, c'est des grosses journées pour nous. Une panne justement. Pour Lucien, c'est la routine. Il n'est pas réparateur, mais en attendant la dépanneuse, il doit s'assurer que l'automobiliste est bien protégé. Voilà, merci. Pour votre sécurité, vous pouvez passer derrière la glissière si vous voulez. Ah oui, c'est avec plaisir. Ah oui, c'est assez dangereux là. Mais un patrouilleur doit aussi veiller à sa propre sécurité. Le métier est risqué et pas toujours bien compris par les automobilistes. C'est vrai, quand on traverse pour ramasser des bouts de pneus, les gens ils klaxonnent des fois, ils ne comprennent pas ce qu'on fait au milieu. Et pourtant, on est là pour enlever un pneu de camion qui fait 60 kg. Et sur ce réseau d'autoroutes, l'imprudence de certains tue un patrouilleur tous les ans. Partons à présent pour Rosny-sous-Bois. Dans ce centre de contrôle de la circulation routière, Bison Futé avait prévu une journée orange et rouge en Rhône-Alpes. Il ne s'était pas trompé, mais dès cet après-midi, le pire était passé. Aurélia Guillemin, Claire Feinstein. Rosny-sous-Bois, centre névralgique de l'information routière. Bison Futé, ce sont eux, des opérateurs qui se relaient 24 heures sur 24. Jour de départ en vacances, tous sont à leur poste, toutes les heures un bilan. Alors, on a un point de situation à 11 heures, avec 325 km de bouchons cumulés au plan national. Les prévisions de Bison Futé s'avèrent exactes, puisque Bison Futé avait classé toute la moitié est de la France en rouge. Accidents, travaux, météo. Via l'informatique et le fax, la cellule rassemble toutes les informations concernant le trafic. Les brigades sur le terrain, pour la gendarmerie ou la police, ou les patrouilles d'équipement qui circulent sur les autoroutes, qui observent donc une perturbation et tout est centralisé et regroupé sur cet ordinateur. Aujourd'hui, c'est la vallée du Rhône, en direction du sud, qui pose le plus de problèmes. Information routière, bonjour. La circulation est difficile en province. C'est notamment grâce à ce répondeur actualisé en permanence que les automobilistes sont informés en temps réel. Des automobilistes visiblement attentifs à Bison Futé. Les conseils ont été largement relayés au plan national par voie de presse, par radio, par panneaux à messages variables. On peut supposer qu'au 15 à 20% des gens ont suivi les conseils. L'horizon des routes s'est particulièrement éclairci. Ce soir, le calme devrait revenir sur les routes de France. Le calme avant l'inévitable chassé-croisé des vacanciers dans 3 semaines. Vous le savez, l'amnistie pour les stationnements gênants a été accordée, mais rien de plus. Aucune indulgence pour toute infraction au code de la route pouvant avoir des conséquences dangereuses. Et les Français sont pour en majorité, puisque 63% d'entre eux considèrent qu'il n'y a pas lieu de supprimer les pénalités pour conduite à risque, selon un sondage IFOP pour Dimanche Ouest France. Alors, l'issue du nouveau sur le papier, puisqu'un protocole d'accord aurait été signé hier soir, mais pas d'effet immédiat dans l'aéroport. La plupart des vols avaient dans la matinée un retard de 3/4 d'heure en moyenne et de 30 minutes cet après-midi à Orly-Ouest, une situation presque normale. L'affaire des disparus de Mourmelon avec la décision de la Cour d'appel de Reims de renvoyer aux assises Pierre Chenal, cet ancien adjudant qui sera jugé pour 3 meurtres et séquestrations. Il en reste 5 autres qui n'ont pas été pris en compte, faute de preuves suffisantes. L'avocate de Pierre Chenal entend déposer un pourvoi en cassation. Florence Bouquilla. Pierre Chenal, sorti de prison en 1995 après une première condamnation pour viol et séquestration, fera tout pour ne pas y retourner. Renvoyé devant les assises, l'ex-adjudant-chef se pourvoit en cassation, histoire peut-être de retarder l'inéluctable. Car pour la première fois, la justice détient des preuves qu'au moins 3 des 8 disparus de Mourmelon ont bien croisé son chemin. Des analyses ADN, de poils et de terre qui n'impressionnent pourtant pas son avocat. Je considère qu'en dépit de cette fameuse expertise ADN, les éléments ne sont pas suffisants pour renvoyer Pierre Chenal aux assises. Dès 1980, les uns après les autres, plusieurs jeunes appelés de Mourmelon disparaissent en faisant du stop. Août 85, c'est le tour d'un jeune civil, Patrice Denis. 2 ans plus tard, Patrick Gache, un autre appelé, s'évanouit à son tour. Le même été, on retrouve le cadavre du jeune Trevor O'Keefe, un touriste irlandais mort étranglé.
Enfin, en août 88, dans ce combi Volkswagen, celui de Pierre Chanal, les gendarmes découvrent ce jeune touriste hongrois, ligoté, violé. C'est la seule agression que Pierre Chanal reconnaîtra. Devant la cour, il niera avoir enlevé les autres jeunes garçons, y compris ceux dont on a pourtant retrouvé l'ADN dans le même camping-car. Il y a un an tout juste se produisait à Strasbourg un violent accident au parc de Pourtalès où la chute d'un arbre pendant un spectacle en plein air a provoqué la mort de 13 personnes et de très nombreux blessés. L'enquête touche à sa fin avec cette question, accident imprévisible ou négligence? Charlotte Millet, Sylvain Gauthier. Seul signe aujourd'hui du drame, ces fleurs et cette palissade. C'est la première fois que cette rescapée revient sur les lieux. Elle a assisté ce matin avec d'autres victimes à une cérémonie de commémoration très poignante. Beaucoup de recueillement, de dignité. C'était une cérémonie silencieuse et en même temps on sentait une grande compassion des uns envers les autres. C'était il y a tout juste un an. Vers 22 h, un arbre s'abattait sur une tente. À l'intérieur, 130 spectateurs d'un concert yiddish qui tentaient de s'abriter de la pluie et du vent. Bilan, 14 morts et une centaine de blessés. Parmi eux, Daniel et François Bossert. Lui est sorti il y a seulement 10 jours. Il est tétraplégique et il attend beaucoup de l'information judiciaire en cours. On aimerait savoir si ça aurait pu être évité et que ce soit bon. Je pense que maintenant il y a des systèmes en place pour les spectacles à l'extérieur, à la moindre alerte, ils sont actuellement interdits, je crois. Donc ça sert de leçon aux autres également qui ne se retrouvent pas dans notre cas. Parce que c'est quand même très dur d'à peu près tout abandonner. Tout abandonner et changer de vie. Pour pouvoir revivre ensemble justement, le couple a dû procéder à de nombreux travaux. Coût de l'opération près de 100 000 €. Aujourd'hui, ces victimes espèrent qu'un responsable sera trouvé, qui les aidera à subvenir à leurs nouveaux besoins, en plus de leur assurance. Réponse de la justice cet automne, elle décidera de l'épilogue de ce drame, mise en examen ou non-lieu. Michèle Alliot-Marie est la première ministre de la Défense à voler avec la patrouille de France. Après un examen médical obligatoire, Mame s'est envolée sous le ciel pluvieux de Salon de Provence à bord d'un Alpha Jet. Apparemment, ce baptême de l'air s'est déroulé sans encombre. Thierry Curtet. Eh bien, nous sommes 8 appareils. Être ministre de la Défense donne quelques privilèges. Elle en rêvait, Michèle Alliot-Marie. Après une visite médicale, obligatoire comme tout le monde, la patrouille de France s'est fait une joie de l'accueillir. Installée en place copilote sur l'Alpha Jet numéro 4, le Charognard, elle a eu droit à 45 minutes de démonstration de l'intérieur. Un programme à peine allégé pour cause de plafond trop bas. Est-ce que dans ces cas-là, on est content d'être ministre de la Défense ? Très contente. Je crois que ça fait partie effectivement des expériences que l'on peut faire dans ces cas-là. Je ne sais pas si j'aurais sinon obtenu l'autorisation. Plaisantant sur son brushing et son siège éjectable, la ministre des Armées s'est promis de revenir. La patrouille de France compte une nouvelle femme. Quand on reparle des délits politico-financiers, la polémique s'est enflammée hier lorsque l'hypothèse d'un toilettage de la législation, voire d'une possible amnistie, a été évoquée par le député UMP Michel Huneau, rapporteur du projet de loi. Des déclarations mal comprises, a précisé ensuite l'élu RPR. Toujours est-il que les réactions ne se sont pas fait attendre et il y avait des grincements de dents à gauche, au Parti socialiste comme à l'UDF, et moi dans la classe politique, Jean-Baptiste Prévelli. Amnistie, un mot qui rend nerveux en politique, qui peut troubler l'unanimité d'une nouvelle majorité et surtout déclencher la polémique. Pour l'instant, il n'est pas question dans les textes de loi proposés par le gouvernement d'effacer les délits impliquant des partis ou des hommes politiques dans des affaires judiciaires. Mais plusieurs déclarations du rapporteur du projet de loi sur l'amnistie provoquent des remous. On n'échappera pas un jour, dit Michel Huneau, au débat sur le délai de prescription de l'abus de biens sociaux. Nous verrons bien s'il y a lieu de s'interroger là-dessus lors du débat sur la justice. En clair, les députés pourraient profiter d'amendements à la future loi sur la justice pour limiter certains délits et l'action des magistrats. Or, le garde des Sceaux, Dominique Perben, répète le contraire. Je ne souhaite pas que dans le cadre d'une loi d'amnistie, il puisse y avoir une amnistie politico-financière, c'est très clair. Démenti, dénégation, la gauche, elle, crie à une amnistie déguisée. Il y a quelque chose d'écœurant à voir que ceux qui prônent l'impunité zéro sont en train de préparer en secret
une amnistie pour eux-mêmes. C'est vraiment scandaleux, inacceptable. C'est comme s'ils n'avaient rien entendu du message des citoyens à l'occasion de ces élections présidentielles et législatives. Mais la fronde gagne aussi la droite. À l'UDF, on affirme qu'il n'est pas question de voter une amnistie déguisée, un point de vue que certains partagent au sein même de l'Union pour la majorité présidentielle. Il n'y a eu aucune discussion, ce n'était pas dans le programme présidentiel ni dans le programme de gouvernement, et c'est pourquoi je me battrai complètement pour éviter une telle folie politique, une telle faute morale. Nous n'allons pas commencer le quinquennat du président de la République avec une telle manœuvre. Simple gaffe d'un député isolé ou ballon d'essai, mardi lors de l'examen de la loi d'amnistie, le gouvernement devrait préciser sa position sur ce sujet sensible. Après la fusillade à l'aéroport de Los Angeles qui a fait 3 morts dont 2 passagers, l'arrivée à Tel Aviv des voyageurs de ce vol, grande émotion lors des retrouvailles avec leur famille. Et puis concernant l'auteur de cette fusillade, qui est donc un Égyptien, pour l'instant l'enquête n'indique pas qu'il est un passé judiciaire. De plus, on parle ce soir d'un litige financier avec la compagnie El Al, ce qui aurait pu avoir motivé son acte, du moins selon sa famille. L'actualité internationale avec d'abord à Kaboul l'assassinat du vice-président et ministre afghan des Travaux publics. Il a été criblé de balles par 2 hommes armés dans le centre de la ville. Le gouvernement parle d'un attentat terroriste. Abdul Qadir était l'un des hommes les plus puissants du pays, un leader des tribus Pashtuns issus de l'Alliance du Nord. C'était un proche d'Hamid Karzai. En Afghanistan toujours, plus aucun doute sur le bombardement d'un village au centre du pays par les Américains. Il s'agit bien d'une bavure qui a coûté la vie à une 50aine de personnes qui participaient à un mariage. George Bush a présenté ses condoléances aux familles. Alain Chalvron. Kakrakai est en deuil, comme hébété. Ce petit village d'Afghanistan fêtait lundi dernier le mariage de 2 enfants du pays. Une ambiance de fête, on a peut-être tiré en l'air. Toujours est-il qu'une patrouille aérienne américaine a pris cela pour une agression et s'est mise à bombarder le village. Ici, notamment cette maison où se déroulait la cérémonie. Bilan, 48 morts et 117 blessés. L'armée américaine a dépêché sur place une commission d'enquête qui a inspecté les lieux, interrogé la population. Elle a cherché en particulier un éventuel poste de DCA à proximité qui aurait pu expliquer la riposte. Elle n'a rien trouvé. Et le général américain McNeil a dû reconnaître à demi-mot qu'il s'agissait bien d'une bavure. Il était accompagné par le ministre des Affaires étrangères afghan, façon de montrer qu'aussi tragique qu'elle soit, cette bavure ne remettait pas en cause la coalition antiterroriste. Aux États-Unis, l'État du Texas sinistré par des pluies torrentielles et des inondations qui ont touché des milliers de personnes. Des centaines de maisons ont été détruites. En cette période du mois de juillet qui généralement est sèche, la série d'orages qui touche la région depuis près d'une semaine a fait sortir de leur lit de nombreuses rivières. Bilan, 7 personnes sont mortes. En France, c'était donc hier les résultats du bac. En Ile-de-France, 59,5% des candidats ont été admis du premier coup et un peu plus de 26% auront droit aux oraux de rattrapage. Ces épreuves commencent lundi prochain. Des heures à bacheter ce week-end, comme le montre ce reportage de Nabila Tabouri et Maya El-Husni. 54. C'est 6 points de retard. Rien à faire, il a beau chercher, le compte n'y est pas. 65 points à rattraper, la tâche s'annonce même difficile pour David, candidat au bac économique et social. Avec 8,2 de moyenne, il obtient tout juste le droit de passer le rattrapage. Ce qui n'a pas marché là dans toutes les notes, c'est les maths. J'ai eu 3, coef 5, il y a eu la philo aussi, coef 6, et l'éco qui, bon, j'ai eu 7 et 9 donc... On commence par quoi? Pour l'oral de rattrapage, David a le choix entre 2 épreuves. Lui a opté pour l'économie et les mathématiques à fort coefficient. Florent, son meilleur ami, le fait réviser. Beaucoup plus simple. Tu fais un arbre et tu vois directement toutes les solutions. Le soutien psychologique de son copain l'aide à moins stresser. Passer au rattrapage, c'est pas encore trop le problème. C'est de ruminer sur les exercices et de se dire on a quand même le rattrapage et il faut le réussir pour avoir son bac. Donc être tout seul, là je pourrais pas. Élève moyen durant toute l'année scolaire, pour David le rattrapage c'est un peu comme une deuxième chance. Il entend bien la saisir, lui qui aimerait en septembre prochain s'inscrire en fac de sciences éco. Que tu dois avoir
Le ras-le-bol des infirmières qui ont décidé de manifester aujourd'hui à l'entrée et à la sortie des autoroutes. Elles dénoncent le manque d'effectifs et considèrent que les pouvoirs publics ne font pas grand-chose. Claudine Gilbert. Je vous demande si vous voulez soutenir notre mouvement pour l'avenir des soins. Il n'y aura plus d'infirmières à domicile. En bloquant les péages de l'autoroute des vacances, les infirmières se rappellent au souvenir des pouvoirs publics. Cette pétition sera adressée à la Caisse nationale d'assurance maladie. Depuis 4 mois, elle lui réclame 30 millions d'euros pour de nouveaux recrutements. On nous a refusé ces 30 millions d'euros en nous disant qu'il n'y avait pas d'argent pour les infirmières. On constate que 3 mois après, au mois de juin, on trouve miraculeusement 930 millions d'euros pour revaloriser les médecins. En Franche-Comté, par exemple, on ne compte plus que 56 infirmières à domicile pour 100 000 habitants, soit 3 fois moins que dans le sud de la France. Dans la plupart des régions, la pénurie d'infirmières ne cesse de s'accentuer. C'est vraiment désolant, on arrive à refuser des soins et à sélectionner les actes que nous devons accomplir en priorité sur des listes d'attente. Et pas de vacances cette année? Pas de vacances du tout. Les infirmières demandent un plan d'urgence pour la revalorisation des actes et la retraite à 60 ans. Mais il leur faudra patienter encore. Les négociations avec le ministère de la Santé devraient reprendre à la rentrée. L'inauguration cet après-midi du tunnel de Toulon par Gilles de Robien, le ministre des Transports. Il est vrai que l'ouverture effective de ce tunnel est attendue depuis des années car le centre de Toulon est bloqué par les bouchons. Mais la date exacte de la mise en service de ce tunnel n'est pas encore fixée, probablement pas avant la fin de l'été pour effectuer en fait tous les tests de sécurité. Pour l'instant, un seul tube d'une longueur de 3 km permettra de relier les deux autoroutes. Cette deuxième vague de départ nous offre l'occasion d'examiner la façon dont les Français désormais prennent leurs vacances. Cette année, la tendance 2002 montre que 75% resteront en France pour une durée moyenne de 18 jours, pris entre le 14 juillet et le 15 août. Rien de bien nouveau concernant la destination préférée des touristes, notamment des Français, qui font leur retour en force sur la Côte d'Azur. Mais de plus en plus souvent, il s'agit de séjours organisés à la dernière minute. Sandrine Naramont et Frédéric Cerulli. Grosse fatigue pour monsieur, madame, n'en parlons pas. Les enfants, quant à eux, ont déjà investi le terrain de leurs vacances. Originaire du nord de la France, cette famille vient à peine d'arriver à Antibes après 10 heures de route. C'est parti pour 15 jours. 15 jours, c'est le temps nécessaire pour récupérer, se faire plaisir? Oui, c'est suffisant. Je crois qu'on a déjà fait 3 semaines et au bout de 2 semaines, on se lasse. Fini donc, les vacances à rallonge d'1 mois. Désormais, les Français fractionnent leurs congés tout au long de l'année. Autre tendance, l'été s'annonce franco-français sur la côte. Le mois de juillet va être plutôt français, à l'inverse des autres années où les Français sont plutôt haussiens. Là, cette année, c'est super, le matin, les Français arrivent, c'est assez bien, on n'a pas trop de problèmes de langage, donc tout va bien. 640 € par semaine. Les Français ont définitivement brisé la routine des vacances. Durée du séjour, destination, ils sèment le trouble jusque dans les réservations réalisées à la toute dernière minute. Sur des courts séjours, nous avons des réservations 1 jour, 2 jours avant la date d'arrivée. Ça nous demande beaucoup d'efforts dans la gestion des plannings, mais c'est bien parce que ça montre que les gens regardent la météo. Il fait tellement beau sur la côte que beaucoup de gens viennent au dernier moment. Qu'importe les changements d'habitude, la Côte d'Azur reste une destination gagnante, éternel enfant gâté. Avis partagé par notre famille nordiste. Quant à madame, elle restera incognito. La fatigue s'est envolée, mais désormais c'est du soleil brûlant dont il faut se protéger. Et voilà, c'est parti, la 89e édition du Tour de France avec cet après-midi le traditionnel prologue sous un ciel menaçant. Une pluie qui a rendu les routes glissantes ce matin et sans surprise, c'est l'Américain Lance Armstrong qui est arrivé premier de cette étape de 7 km et a endossé le premier maillot jaune du Tour. Nathanaël Dorinxin, Nadine Picard. Il y a comme un air de déjà-vu. Depuis 3 ans sur le Tour, le jaune est sa couleur favorite. Cet après-midi, dans les rues de Luxembourg, Lance Armstrong a mis les points sur les i. Le patron, c'est toujours lui. J'adore la course. Et une spéciale motivation. Et pour moi, c'est un roue. C'est à bloc, toujours à bloc. À bloc, pour une victoire dans le prologue, peut-être un peu moins nette que d'habitude. La faute à ce diable de Jalabert. Le coureur français se bonifie avec le temps
il s'incline pour 2 petites secondes. Dans un premier temps, très content évidemment, parce que je savais que je pouvais jouer un gros coup aujourd'hui. J'ai tenté ma chance à fond. Je pense que j'ai fait un parcours que j'estime parfait. Et puis finalement déçu parce que échouer si près du maillot jaune et puis une victoire d'étape, on ne pouvait pas mieux commencer, quoi. Cette année, Armstrong fait le tour en famille. Presque une nécessité pour lutter face à l'adversité. Cet après-midi, ils étaient nombreux à vouloir faire vaciller le tenant du titre. Laurent Brochard termine 6e de l'épreuve. Donné favori, Millar le Britannique n'a pas déçu. Il réalise le 5e temps. Millar est juste tombé sur un super Armstrong. L'Américain a bouclé le prologue à près de 46 km/h de moyenne, soutenu par des milliers de Luxembourgeois. C'est désormais une certitude, Lance Armstrong est plus que jamais le grand favori de ce Tour de France. Parmi les 189 coureurs, il y a les vedettes, les habitués et les novices, à l'exemple de ce jeune cycliste, Jérôme Pinault, à 22 ans. C'est son premier tour. Julien Hérichand, Abdelzouyesh. À 22 ans, Jérôme Pinault est le benjamin du peloton. Ce matin, petit déjeuner, cet après-midi, prologue. À la vue du programme, on pourrait le croire tendu, mais pour l'instant, c'est café noir, idée claire. Le café il a le même goût que d'habitude. Je pense que je serai sur les coups de 15 heures. Là, je serai tendu. Pour l'instant, ça va. Je vais essayer de canaliser un peu tout ça. Pinault, simple cycliste. Comme tous les autres coureurs, il s'applique à reconnaître le parcours. Équipe Bonjour, première année pro, premier Tour de France. C'est le temps du bonheur. Ça fait vraiment bizarre d'être là parce que d'habitude je suis de l'autre côté à essayer de choper une casquette, un bidon, et là c'est moi qui jette les casquettes et les bidons. Donc ça fait vraiment plaisir. Ultime échauffement, la roue tourne. Les minutes passent et la sérénité aussi. Ouais, la pression monte. Ça fait maintenant 3 jours que j'attends ça, donc là niveau de tension, je suis pas mal. Des encouragements, de la concentration. Dans quelques secondes, le départ. Et forcément là, plus de sourire. 3, 2, 1, c'est parti. 7 km dans Luxembourg. 7 km c'est court, mais à près de 45 km/h de moyenne, c'est exténuant quand même. 9 minutes 47 plus tard, Pinault arrive, une belle performance. L'intérêt d'aujourd'hui, c'était de rentrer dans le Tour de France. Déjà, c'est la première chose et c'est bien fait. Ensuite, ça donne confiance, ouais, je crois que ça rassure plus qu'autre chose. Partant de l'idée qu'en matière de sport, la notoriété se mesure au nombre de micros des journalistes. Premier tour, première certitude, Jérôme Pinault n'a pas raté son entrée. Du tennis avec la victoire de Serena Williams à Wimbledon. Après avoir remporté Roland Garros, elle a remporté la finale cet après-midi contre sa sœur Vénus, 7-6 et 6-3. Serena deviendra officiellement numéro 1 mondial à la place de sa sœur lundi prochain. Et pour les amateurs, le match sera rediffusé sur France 2 cette nuit à 2h-10. En football, après le limogeage de Roger Lemaire, l'ancien entraîneur de l'Olympique lyonnais, Jacques Santini, s'est déclaré candidat au poste sans avoir pris aucun contact officiel. Le festival Solidays pour cette 4e édition sur l'hippodrome de Longchamp. La météo est capricieuse et pourtant quelques 40 000 spectateurs ont assisté au coup d'envoi cet après-midi. Une mobilisation contre le sida alors que s'ouvre demain à Barcelone la conférence internationale sur cette maladie. Christophe Hérault, Jean-Yves Blanc. Le sida est toujours là, Sayan Sopakrou, les agitateurs du rap le déclament. Parce que la parole des artistes va directement au cœur du public. Ils ont juste oublié qu'il y avait le sida, c'est juste, n'oubliez pas quoi. N'oubliez pas qu'on peut mourir bêtement juste en faisant l'amour. Donc voilà. C'est la 4e édition de Solidays et pour tous ceux qui vivent aux côtés de cette maladie, c'est presque devenu un pèlerinage. Aujourd'hui, quand on est malade et qu'on vient à Solidays ou qu'on voit à la télé qu'une grande fête populaire sur le thème du sida existe, eh ben, croyez-moi, ça fait du bien et on se sent moins seul par rapport à sa maladie. Les 40 000 personnes qui vont arpenter ce week-end les rues du village des associations venues du monde entier seront averties crûment. La vigilance est tombée, la peur a disparu, mais le sida progresse, malgré les traitements actuels. Prendre de la trithérapie, c'est pas avaler une aspirine, c'est pas ça quoi. Donc le message à passer, c'est se protéger encore. Parce qu'on est mal barré là. On va être obligé de rentrer dans une communication un peu plus alarmiste pour faire reprendre conscience aux gens qu'effectivement elle existe toujours, que le sida existe toujours.
Interstellar, des Anglais qui ont traversé la Manche pour chantonner des histoires d'amour. Une autre manière de dire, faites toujours et encore gaffe au sida. 24 heures après l'ouverture du Festival d'Avignon, de jeunes comédiens vont apparaître dans les programmes officiels. En effet, ces élèves d'une école d'art dramatique de Cannes auront une occasion unique, celle de jouer ce soir devant un public. Daniel Wolfram, Yves Juncker. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 14h25, les vilains, une farce, sauce cartoon. Place du Palais des Papes, les Baladins d'Avignon, sous le regard de deux jeunes femmes, deux comédiennes. Tout juste sorties d'une école d'art dramatique, elles jouent ce soir dans une des créations du festival. Vous vous sentez comment là, à quelques heures de la première? Là, j'ai l'impression que j'ai fait une espèce de vide. Je sais pas, je suis très bien, je suis très heureuse. Peut-être que ça va monter encore le trac juste avant. Je me dis toujours une chose avant de commencer, et toutes les heures qui précèdent, c'est get busy. Ça veut dire remue-toi. Alors donc à l'intérieur, c'est un peu ce que je ressens. Je suis complètement remuée, complètement... Dernière répétition pour la promotion sortante des 16 élèves de cette école. La création est une pièce de l'auteur allemand Boto Strauss, une comédie sarcastique montée par Jean-Pierre Vincent, tour à tour metteur en scène et pédagogue. Presque au niveau de l'italien. À la toute fin des 3 ans d'études, on a à apprendre très vite une chose qui est le rapport au public. Un rapport de tension, de séduction et en même temps. Et ça s'apprend là, ces jours-ci, urgemment. Mais quel homme sensible! Dès qu'il se met derrière son ordinateur et se met à composer, les gens lui tirent les oreilles. Mais lui, il sourit toujours. Consent à tout et toujours d'accord. Je me suis accrochée à cet homme pour jouer à 4 mains. Il faut que je supporte cet homme uniquement parce que j'ai besoin de lui pour le 4 mains. J'adhère à son flanc, j'en oublie l'adhérence naturelle au sol. Malheureusement, je ne plane pas. À Avignon, il y a le programme officiel et ce qu'on nomme le off. Des centaines de comédiens amateurs qui saisissent toutes les opportunités pour se faire connaître et transformer la ville en théâtre permanent. L'autre festival, celui-là consacré à la musique, a également débuté hier soir. Aix-en-Provence, qui a choisi pour spectacle d'ouverture un opéra hongrois, une musique contemporaine qui étonne, déroute ou enthousiasme. Michel Montpantet, Philippe Luthier. Ambiance et foule des grands soirs à Aix, sur le parvis de l'archevêché. Mais à l'intérieur, silence. Le metteur en scène Stanislas Nordet se livre au dernier, aux ultimes réglages. Rien ne semble encore tout à fait figé ni tout à fait prêt. Un sosie de Mozart passe par là, comme pour nous rappeler que le compositeur de cet opéra ce soir est vivant. C'est lui, Peter Edvos. Sa musique est inouïe, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été encore entendue. Dans la fosse, il y a ce soir-là de drôles d'instruments invités, des batteries, des synthétiseurs, et puis l'inconnu d'une partition fraîche. Devant le public va se dérouler un spectacle, une musique pour laquelle il n'a pas de référence, donc sur laquelle il n'a pas de cadre, il ne peut pas s'appuyer sur rien. Ne pas s'appuyer sur des instruments connus, découvrir et ne pas reconnaître. Je connais juste le titre, Le Balcon. Voilà, c'est tout. Jean Genet, Rien du tout. Le Balcon de Jean Genet, écrivain français. Ça se déroule dans un bordel. Les clients viennent y assouvir toutes leurs secrètes pulsions. Portrait au vitriol d'une société grimaçante. Pas de cadeau. Paraît-il, il n'y a rien de choquant. Donc, et puis bon, on voit tellement de choses à la télé maintenant. À la télé, on ne voit pas encore de juges venant se faire fouetter, ni d'évêques. Pas très consensuel tout ça, non? Je suis pour les deux, moi. Je suis bien pour le contemporain que pour l'ancien. Un public ouvert, quoi. Voilà, oui. Vous savez que ça se passe dans un bordel, l'histoire? Parce que ça changera un petit peu. 2 heures plus tard dans la nuit, l'ouverture d'esprit a vécu. C'est une horreur. Je comprends pas qu'au festival d'Aix-en-Provence, on passe à des horreurs pareilles. Ceux qui sont restés vont naviguer petit à petit et sentir qu'ils assistent là à quelque chose de différent. Les autres? C'est la première fois qu'on voyait l'opéra. Non, mais là, c'était vraiment bizarre. La musique était bizarre, les paroles, c'était bizarre aussi. Donc, Ceux qui sont restés ont offert un triomphe à cette musique. Lors de la création de Don Giovanni de Mozart en 1788, les contents étaient encore moins nombreux. Alors...
Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo avec Nathalie Riouet. 20h55 Fort Boyard, présenté par Sandrine Dominguez et Jean-Pierre Castaldi. 0h20, le dernier journal, présenté par Jean-Claude Renaud. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.